Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Du jeu de paume au tennis. Qui a dit que la relation franco-anglaise ne tournait pas rond ou était amortie ? Ce serait un peu court sans doute. Et si nous remontions le temps pour retracer l'histoire de la balle jaune, qui bien qu'anglaise, trouve ses origines en France ? En voici les arcanes. Jeu, set et match. Le jeu de paume fut inventé en France vers le XIIIe siècle par des moines désirant faire un peu d'exercice. Ils jouaient alors avec une balle composée de poils compressés serrés par une peau animale, l'estoff, qu'ils lançaient au-dessus d'un filet avec la paume de la main, d'où le nom jeu de paume. Gants de cuir apparurent bientôt, puis raquettes dotées d'un long manche en bois et d'un cordage en boyau de mouton. Les points déjà se comptaient en 15, 30, 40 et jeux. Ce sport trouva d'abord des émules parmi les étudiants et les humanistes, puis conquit la population entière au XIVe siècle, y compris les noblesses, et devint même le jeu des rois à partir de la Renaissance. Quelques souverains en devinrent champions, comme François Ier, son fils Henri II, son fils Charles IX ou encore Henri IV. Il n'était pas rare d'avoir à arracher le roi du tripot pour régler une affaire politique urgente. Hommes, femmes et enfants succombèrent à la folie du jeu de paume, si bien que le prévôt de Paris fut contraint en 1397 d'interdire sa pratique tous les jours, sauf le dimanche. Je cite : « Parce que plusieurs gens de métier et autres du petit peuple quittaient leur ouvrage et leur famille pendant les jours ouvrables, ce qui était fort préjudiciable pour le bon ordre public. » Revers de médaille pour les inconditionnels. Un maître d'école anglais, Sir Robert Dallington, publia en 1604, après un séjour dans notre pays, The View of France, un portrait très critique de l'Hexagone, qu'il décrit, comme je cite, un pays semé de jeux de paume, plus nombreux que les églises et des joueurs plus nombreux que les buveurs de bière en Angleterre. C'est dire. La France, pays de paumés au regard de nos cousins d'outre-Manche. En cette circonstance, plus latins que nous dans l'esprit mais moins dans le sang, fidèles à la morale stoïcienne de Pline le Jeune, les Britanniques considéraient alors le sport comme une perte de temps. Pourtant, 2 siècles auparavant, les Anglais avaient déjà découvert ce jeu qu'ils appelaient court tennis grâce au duc d'Orléans. Pendant ses 25 ans de captivité à Wingfield, dans le Norfolk, après la bataille d'Azincourt en 1415, le père du futur Louis XII pratiquait quotidiennement le jeu de paume, privilège accordé à un détenu de sang royal, pris malgré lui dans les filets ennemis. Lorsque l'on jouait à la paume, le serveur, s'il était poli, et le duc d'Orléans l'était, avait coutume d'annoncer son envoi en leçant un « tenez », mot qui, en ancien français, se prononçait « tenets ». Les Britanniques l'ont déformé en « tennis » puis « tennis », comme quoi ils n'ont rien inventé. Quelques 400 ans plus tard, en 1874, le descendant du châtelain de Wingfield, le major Walter Clopton Wingfield, liveta le vieux sport français en brevetant le lawn tennis, d'abord appelé sphairistique, qui signifie art de la balle en grec, adaptation du jeu de paume sur gazon. Il vendit un pack comprenant 4 raquettes, un filet avec ses piquets et des bandes pour tracer le terrain. Il définit des règles brèves et simples l'année suivante. L'été 1875, le nouveau sport détrôna même le So British Cricket. À la belle époque, le lawn tennis connut une diffusion de haute volée dans le monde entier, et les touristes anglais nous renvoyèrent la balle par-dessus la Manche en créant les premiers clubs français de tennis à Dinard, au Havre et à Cannes. Le lawn tennis abandonna le préfixe lawn car le gazon n'était plus l'unique revêtement des terrains avec l'arrivée de la terre battue, du quick, de la résine, et le tennis connut un engouement sans précédent.
L'Open d'Australie à Melbourne, les internationaux de France de tennis Roland-Garros à Paris, le tournoi de Wimbledon à Londres, l'US Open à New York, sans oublier l'itinérante Coupe Davis née à Boston en 1904, principaux tournois internationaux, continuent aujourd'hui d'enflammer la planète et motiver les joueurs qui visent le Grand Chelem et le laurier suprême, la médaille olympique. Rappelons-nous des années folles, âge d'or du tennis français, avec la consécration des mythiques mousquetaires, Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste et Jacques Brugnon, arborant, outre leur talent, une élégance légendaire sur les cours avec leurs costumes blancs. Nostalgie quand tu nous tiens.